Bonjour et bienvenue à tous à ce nouveau webinaire organisé par le Club Rhumatisme Inflammatoire, la filière FAI2R et les associations de patients partenaires de la filière. Je suis Coralie Bouillot, je suis secrétaire générale de la Fédération Je Graine Europe et je suis moi-même patiente partenaire de recherche. Et pour ce webinaire, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Marc Bardou. Le professeur Bardou est hépatologue et pharmacologue médical au Centre hospitalier universitaire de Dijon. Il est chef de service très impliqué dans les essais thérapeutiques sur les maladies rares. Partage avec Madame Laurence Fèvre la coordination d'un diplôme universitaire sur les essais thérapeutiques, encore une fois sur les maladies rares. Il a également une longue expérience d'évaluation des médicaments par les autorités réglementaires que sont, pour mémoire, la Haute Autorité de Santé et l'Association nationale de sécurité du médicament. Et enfin, il est conseiller médical du pôle recherche, accès à l'innovation et maladies rares à la Direction générale de l'offre de soins. Professeur Bardou, merci et c'est à vous. Merci beaucoup. Euh, alors, on a un petit peu échangé, il ne faut vraiment pas hésiter si vous avez des questions et on s'arrêtera. Euh, Vous m'avez fait remonter une longue série de questions, toutes plus intéressantes les unes que les autres. Et donc, j'ai préparé une réponse vraiment aux questions qui étaient posées. Alors, comme vous le verrez, il y a certaines questions auxquelles je n'ai pas répondu parce qu'en fait, elles m'ont euh, suscité à moi une question qui était de dire pourquoi vous posez ça comme question. Et je pense que ce serait intéressant d'en discuter. Alors, la première question, c'était quelles sont les principales étapes du développement d'un médicament, hein. Donc vraiment, j'ai repris vos questions. Alors, il y a deux façons d'aborder cette question. C'est quelles sont les étapes du développement clinique ou quels sont pour un produit en particulier, comment on va y arriver. Donc, j'ai présenté les deux sur ces diapositives. Donc, l'élément qui est essentiel, et vous le verrez à la fin, c'est que quand on développe un médicament, on doit se répondre à une question qui est celle qui va être évaluée par les autorités de régulation, c'est est-ce que la balance bénéfice-risque est positive et est-ce que le médicament apporte quelque chose pour les patients, soit dans l'absolu, soit par rapport à ce qui existe actuellement. Et ça amène une notion qui est essentielle et sur laquelle, on va le voir après, les patients et l'avis des patients est capital, c'est sur le critère de jugement. Là, je vous donne un déroulé qui est assez classique du développement d'un médicament que je vais vous détailler un petit peu. En fait, ce qui est important de comprendre, c'est que d'abord, ce découpage, il est assez artificiel et que, comme je vous dis, l'objectif, c'est de démontrer que le rapport bénéfice-risque est suffisant. En fait, dès qu'on a apporté la preuve de cette démonstration, ou au moins une forte présomption, on peut y aller. Donc, les grandes étapes, c'est le développement préclinique et on le reverra sur des questions avant. C'est tout ce qu'on peut faire pour commencer à avoir des idées disant qu'un médicament peut être intéressant, donc un candidat médicament, ce développement peut être intéressant et avoir des premières données sur une efficacité, sur des profils de toxicité, sur des modèles animaux, sur des doses qu'on va pouvoir utiliser. Ensuite, on doit écrire le protocole et on y reviendra. Et donc, l'étape essentielle, c'est d'écrire le protocole, c'est de justifier son protocole. Et quand on justifie le protocole, on doit justifier quelles sont les personnes qu'on va inclure dans l'essai, quelles sont les procédures auxquelles on va les soumettre, qu'est-ce qu'on va regarder en termes d'efficacité et de sécurité, et pour arriver à avoir ce protocole. Et donc, je l'ai surligné, l'élément qui nous intéresse, c'est les critères du jugement. Et ensuite, on a le découpage en phases. Alors, ce découpage en phase classique, en phase 1, 2, 3, 4, il est d'autant plus artificiel pour quand on s'intéresse aux maladies rares, c'est que comme on a peu de patients, souvent, les phases vont se télescoper. Et donc, classiquement, on dit la phase 1, c'est l'évaluation chez le volontaire sain, ce qui permet en fait essentiellement d'apporter des notions de pharmacocinétique, c'est-à-dire comment le médicament va être absorbé si on le prend par voie orale, comment il va être métabolisé, comment il va être éliminé. Et bien évidemment, si on est sur le volontaire sain, on ne peut pas avoir de démonstration, même au début, d'une quelconque efficacité, puisque la personne n'est pas atteinte de la maladie.
Et ensuite, on va avoir les deux phases 2 et 3 qui, elles, vont servir à essayer de déterminer l'efficacité, le choix de la dose, et donc de dire, voilà, j'ai a priori un rapport une efficacité qui me paraît suffisante, avec la limite de dire, on est souvent sur quelque chose qui est court, on est souvent dans les maladies rares sur un petit effectif, et donc souvent on est assez loin d'avoir vraiment évalué l'efficacité. On a l'autorisation de mise sur le marché, donc ça c'est l'élément essentiel hein, pour que le médicament puisse être mis à disposition des patients. Et en fait, la vie du médicament, elle commence après cette autorisation de mise sur le marché. Et on va rentrer dans tout ce qui est l'évaluation post-commercialisation, c'est-à-dire tout ce qui permet de suivre le médicament pour dire a priori, une fois qu'il passe en vie réelle, on a l'efficacité qui était attendue, on n'a pas de signaux de sécurité inattendus, et surtout, on va essayer de consolider la démonstration du bénéfice. Voilà. Donc ça, c'est le schéma général du développement d'un médicament. Et après, sur les étapes d'un protocole de recherche médicale, et je pense que ça rejoint une question qu'on va arriver plus tard, c'était sur, mais en fait, qu'est-ce qui fait, comment on peut arriver à dire, ben ça c'est intéressant. Et là, ça repose, et c'est là où, encore une fois, le, les, les- la participation des représentants de patients et des patients est essentielle, surtout sur les trois premiers points, sur l'identification de la problématique et des objectifs. C'est-à-dire que on a besoin de dire, bah voilà, j'ai un problème de santé publique, j'ai un problème thérapeutique parce que j'ai des patients qui ont une maladie et pour laquelle on considère qu'actuellement, leurs besoins médicaux sont non couverts. Et qui peut dire que les besoins médicaux sont non couverts? Bah, ça peut être les professionnels de santé. Hein, je veux dire, j'ai des patients qui ont une maladie, je n'arrive pas à les guérir, ils décèdent, et donc je ne suis pas satisfait des options thérapeutiques que j'ai. Mais ça peut être les patients aussi, hein, qui vont dire que le bénéfice tel qu'il a été démontré, euh, les, les objectifs qui ont été atteints ne correspondent pas complètement, et donc on identifie une autre problématique. Et donc, à partir du moment où on a identifié une problématique, on doit concevoir un protocole d'essai clinique, et là aussi, cette conception du protocole d'essai clinique, elle doit se faire pour définir les bons patients. Alors, bon patient c'est pas au sens, il y a des bons et des mauvais patients, hein, mais c'est de caractériser les personnes qu'on va vouloir entrer et faire rentrer dans le développement clinique, parce que ce qui est vrai pour un patient n'est pas forcément vrai pour l'autre. Par exemple, la sévérité de la maladie, par exemple, l'ancienneté de la maladie, par exemple, les comorbidités. Et ce qui fait que on va peut-être, dans la conception de ce protocole, sélectionner différents groupes de patients. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va forcément exclure des patients, mais ça peut dire qu'on va pouvoir, par exemple, parfois faire une analyse par sous-groupe. Je m'intéresse à telle forme de la maladie. Quand on est sur des maladies génétiques, par exemple, ben, on peut avoir différents types de mutations, on peut avoir différents types d'expressions, et donc on va sélectionner les patients. Euh, et puis, donc il va falloir qu'on soumette ce protocole au comité, enfin aux autorités de régulation, comité d'éthique, la NSM ou le l'EMA, pour avoir les autorisations. Et ensuite, on va lancer le protocole. Et l'autre étape où les patients sont essentiels, c'est sur le recrutement. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un rôle d'abord d'expliquer peut-être parfois c'est quoi la contrainte pour les patients, c'est quoi ce que vivent les patients et parfois leurs aidants, et donc quelles sont les modalités qu'on doit mettre en place pour permettre le recrutement des patients. Et puis surtout, en fait, les représentants de patients vont être les ambassadeurs de l'essai clinique, et c'est eux qui vont informer, diffuser l'existence de la formation et donc permettre donc, la connexion entre les patients et les centres recruteurs. Après, là où les patients vont aussi intervenir, je le pense, d'abord, je l'ai dit, hein, c'est sur la définition des critères de jugement. Qu'est-ce qui est pertinent pour un patient atteint d'une maladie euh, pour évaluer le bénéfice qu'il tire d'un traitement? Et puis là où les associations de patients vont avoir un rôle important, c'est sur la diffusion des résultats, sur la promotion derrière de l'évaluation. Et puis aussi, hein, puisque les patients sont représentés dans le groupe, notamment à la NSM, pour pouvoir
être certain que la perspective des patients est bien prise en compte lorsqu'on évalue le traitement. Donc voilà, donc là j'ai répondu aux deux premières questions qui étaient un petit peu c'est quoi le développement d'un médicament? Donc, les messages clés, c'est qu'en fait, on doit avoir une méthodologie qui va permettre de répondre à des objectifs précis, d'efficacité, de sécurité, de définition des patients qui vont rentrer. Et ensuite, on doit construire l'essai de façon à ce qu'il soit pertinent et qu'on arrive à faire en sorte qu'il réponde aux attentes et aux questions des patients. Alors après, j'ai une question sur comment les chercheurs identifient-ils les priorités dans la recherche maladie rare. En fait, les deux points essentiels, c'est les deux premiers. Donc, la priorité, par définition, c'est un besoin médical non couvert. C'est-à-dire que si j'ai une maladie pour laquelle j'ai déjà des traitements qui la guérissent dans 100% des cas, il n'y a pas de nécessité d'aller lancer de nouveaux protocoles. Donc, on est vraiment sur des besoins médicaux non satisfaits. Et ça, c'est l'élément essentiel. Ensuite, le deuxième élément, ben, c'est d'avoir des cibles, d'avoir des éléments sur lesquels on peut agir. C'est-à-dire que quand on a des maladies rares, alors, notamment des maladies rares, mais ça peut être vrai pour d'autres maladies, euh, dont on ne connaît pas du tout la physiopathologie. Parce que on sait que les patients ont une maladie, on sait que ils souffrent de symptômes, mais on ne sait pas ce qui cause ces symptômes, on ne sait pas quel est l'élément qui dysfonctionne. Ben, c'est beaucoup plus compliqué d'aller se lancer dans une recherche parce que, en fait, on ne sait pas par quel bout prendre cette pathologie. Et donc, c'est l'élément essentiel, et on l'a vu encore une fois dans les maladies rares, hein, l'apparition du séquençage a fait qu'on a identifié toute une série de molécules. Et alors, j'ai été questionné, et on y reviendra, hein, sur les maladies inflammatoires, sur un certain nombre de maladies inflammatoires. C'est vrai que d'avoir décrypté la cascade de l'inflammation, en fait, ça permet d'identifier des cibles potentielles de traitement. C'est ce qu'on a dans le cancer, c'est ce qu'on a dans les maladies inflammatoires, c'est ce qu'on a dans pas mal de maladies génétiques. Et ça, c'est l'élément essentiel. Et puis après, j'ai mis les partenariats et le financement aussi. Hein, euh, il y a, alors, soit c'est la capacité à trouver des financements, soit il y a aussi des appels à projets qui sont thématisés. Hein, c'est-à-dire ça peut être le gouvernement français, ça peut être l'Union européenne qui dit j'ai envie que vous travailliez sur telle pathologie. Et c'est aussi une façon, hein, de dire bah, si ça a été défini comme une priorité par les décideurs politiques, les autorités de régulation, et bah, c'est logique que moi je m'en empare en tant que chercheur, parce que si le besoin est identifié, donc voilà, c'est un élément qui va jouer. J'ai mis le potentiel impact. Alors, ça dépend, le potentiel impact, tout dépend qui est le chercheur. C'est-à-dire que si je suis vraiment un chercheur académique qui travaille en collaboration avec des associations de patients, ben moi, ce qui m'intéresse, c'est l'impact pour le patient. Hein, c'est l'impact pour le patient individuellement, l'impact pour la société éventuellement. Si je suis un industriel, ça peut être aussi l'impact pour mes actionnaires. Et donc, c'est vrai que là, on rentre dans une notion de rentabilité. Et c'est une problématique pour l'industrie, hein, c'est-à-dire qu'un programme, un programme industriel, pardon, peut être coupé à tout moment parce qu'on considère qu'il n'y a pas de modèle économique. Et c'est une difficulté. Attends, il ne faut vraiment pas hésiter à m'interrompre et à les poser. Et sinon, je vais dérouler, j'avance sur les autres questions. Non, là, je fais un retour en arrière. Alors, là, vous voyez, c'est une question à laquelle je n'ai pas répondu. Euh, Parce que, alors j'ai compris, hein, que enfin, il y avait une thématique autour des maladies auto-immunes et inflammatoires, mais en fait les types de données ils sont exactement les mêmes. Il n'y a aucune spécificité aux maladies auto-immunes et inflammatoires. Alors, quand je dis aucune spécificité, je veux dire aucune spécificité de cadre, hein, sur quelles données on a besoin, de quelles données a-t-on besoin? En fait, ce sont exactement les mêmes. La construction d'un protocole, c'est un entonnoir qui fait qu'on arrive à dire voilà pourquoi je fais cet essai. Et
la première étape, c'est de dire c'est quoi la maladie? Concrètement, de quoi souffrent les patients, de quoi se plaignent-ils, quels sont leurs symptômes, qu'est-ce qui leur arrive, donc quelle est l'histoire naturelle évolutive de leur maladie. La deuxième étape, c'est de dire est-ce que j'ai décrypté les mécanismes de la maladie? Alors ça peut être les mécanismes qui expliquent sa survenue, et donc là on peut être dans des essais sur la prévention des maladies. Euh, on parle des maladies auto-immunes, des maladies auto-inflammatoires. Ben, on peut s'interroger sur est-ce que l'alimentation a un rôle, est-ce que l'exposition à certains polluants ou facteurs environnementaux, alimentaires, peut avoir un rôle sur le déclenchement de maladies auto-immunes ou inflammatoires. Et à ce moment-là, ben, je vais essayer de travailler sur des approches de prévention. Euh, En dehors de ça, je vais décrypter la maladie, quelle est la cascade qui conduit d'un élément déclenchant aux symptômes dont vont souffrir les patients. Et la décomposition de cette cascade, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça permet d'aller chercher des cibles pour l'inflammation. Je suis hépatogastroentérologue, donc dans les maladies inflammatoires de l'intestin, eh ben, avant, on avait des anti-inflammatoires, on avait des corticoïdes, puis après, on a décomposé et on a compris qu'il y avait des molécules de l'inflammation, le TNF-alpha, des cytokines, les interleukines 23, qu'il y avait une migration des macrophages dans la paroi intestinale et qu'on a trouvé des anti-migrations. Et voilà. Et donc, on a besoin exactement des mêmes éléments. Et puis le dernier point sur les données, ben, c'est quels sont les éléments de prise en charge actuels qui existent et est-ce que on a encore besoin de traitement? Honnêtement, je ne connais pas de maladie pour lesquelles on puisse répondre non, on n'a pas besoin de nouveaux médicaments parce qu'on a géré tous les problèmes. Presque si peut-être, moi j'ai eu la chance en tant que pathologue de vivre une révolution thérapeutique qui était les traitements d'hépatite C, où on a vraiment bouleversé les choses. Donc voilà, les données, encore une fois, pour les maladies inflammatoires, elles sont les mêmes. Et après, pour répondre à la question sur de quelles données avons-nous besoin, ben c'est aussi, encore une fois, je me répète, de dire, mais quelles sont les conséquences de l'inflammation et de l'immunité et sur quoi va-t-on juger que le traitement apporte quelque chose? Est-ce que vous avez besoin de compléments sur cette première partie ou... Non, on n'a pas particulièrement de questions pour le moment, professeur. D'accord. Eh bien, je continue. Alors ça, c'était une question très intéressante. Elles le sont toutes, mais celle-là, elle m'a intéressé sur comment la qualité et la fiabilité des résultats sont-elles garanties dans les études médicales. Euh, L'élément, c'est la conception du protocole. C'est-à-dire que le protocole, c'est quoi? C'est une feuille de route. C'est-à-dire que j'explique pourquoi je vais faire quelque chose, pourquoi je décide de faire ce protocole. J'explique ce que je vais regarder, ce que je vais faire, ce que je vais regarder, quels sont les patients que je vais inclure euh, et quels vont être les éléments de mesure que je vais utiliser. Quelle est ma méthodologie, ma méthodologie statistique, comment je vais gérer les données. Et je l'ai mis peut-être quelque part, il y a un élément, ce qu'on fait, que moi je fais maintenant presque tout le temps, c'est de publier mon protocole, c'est-à-dire de rendre public par une publication scientifique mon protocole. Et ça, c'est un élément qui est important parce qu'en fait, à partir du moment où j'ai écrit ce que j'allais faire, j'y suis contraint. Et donc, ça m'oblige à ce que bah, je fasse ce que j'ai dit et je dis je dis ce que j'ai fait. Oui, c'est ce que j'ai mis publication de protocole. Et l'élément essentiel, c'est d'avoir des protocoles qui vont être relus par des pairs, par des personnes qui connaissent la pathologie, par des personnes qui connaissent la méthodologie et qui vont éventuellement nous alerter sur des éléments qu'on pourrait avoir laissés de côté. L'autre élément, c'est le contrôle éthique. Et donc ça, c'est les comités de protection des personnes qui vont évaluer
le protocole. Après, j'ai mis, c'est la randomisation. Donc, la randomisation, c'est le tirage au sort. Et le double aveugle, c'est-à-dire qu'on essaye de se mettre quand c'est possible, ce qui n'est pas toujours le cas, notamment dans les maladies rares, dans des situations où ni le médecin, ni le patient ne sait le traitement qu'il reçoit. Et ça, l'objectif, c'est d'éviter la subjectivité et d'éviter éventuellement la sélection. C'est-à-dire que si je sais que je vais donner le placebo ou le traitement actif, eh ben, je peux dire, ah non, ce patient, je, il a l'air très sympathique, donc je vais lui donner le traitement à l'essai, celui que je pense être efficace. Ce patient, il m'est antipathique, donc je vais lui donner placebo et on va complètement biaiser les résultats. Et donc, c'est vraiment ces éléments. Les standards réglementaires, hein, donc on doit se conforter à une réglementation. La collecte standardisée des données, hein, c'est-à-dire que tout ce que l'on collecte, on doit dire ce qu'on va collecter. Donc, je vais mesurer tel critère du monde, on doit expliquer comment on le collecte. On doit expliquer comment on va le noter, le sécuriser, le transférer. Les analyses statistiques, le plan d'analyse statistique, il doit être décrit dès le début, c'est-à-dire qu'on doit dire ce qu'on va faire comme analyse pour ne pas avoir tendance à ranger les résultats. Quand je fais une étude, je vais avoir des patients qui vont répondre, des patients qui ne vont pas répondre, et si je n'ai pas figé en fait mon plan d'analyse statistique, je peux dire bah en fait les patients dont j'ai l'impression, pour lesquels j'ai l'impression que la réponse n'est pas suffisante, je les sors de l'analyse. Et comme ça, je garde que ceux qui vont dans le sens que j'ai en tête et ce qui va biaiser les résultats. Et puis après, l'autre élément, hein, c'est les audits et les inspections. C'est-à-dire que euh, quand on est, comme moi, quand on dirige un centre d'investigation clinique, le lieu doit être autorisé, donc on doit avoir démontré ce que l'on fait. Les centres d'investigation clinique, ce ne sont pas les seuls, mais on a une certification ISO 9001, c'est-à-dire qu'on s'engage sur la qualité de ce que l'on fait. Et puis après, on a des audits, hein, c'est-à-dire que le promoteur, c'est celui qui finance la recherche, va venir nous auditer pour vérifier ce qu'on a fait, vérifier les consentements, vérifier que les données qu'on a rentrées dans le cahier de protocole correspondent bien aux données du patient. Et puis, on peut avoir aussi des audits des autorités de régulation, l'ANSM, donc l'Agence nationale de sécurité du médicament. On peut avoir un audit par l'Agence européenne du médicament. Et même quand on est un centre français, on peut avoir un audit par la FDA, donc la Food and Drugs Administration, qui est l'agence du médicament américaine. Donc voilà, ce sont tous ces éléments qui garantissent ça. Et on en a beaucoup parlé au moment du Covid et certains centres qui avaient des pratiques un petit peu artistiques de l'essai. Je suis vraiment, c'est la robustesse du protocole, de la totalité du protocole qui assure la qualité, la fiabilité des résultats. Professeur, on a deux questions pour vous Oui. concernant la recherche. La première question vient de Patrick qui demande dans les maladies génétiques, quelle est la place des facteurs d'épigénétique dans la recherche, selon vous? Alors, en fait, alors, la réponse à la question, c'est que on doit répondre en fait, à quel est le mécanisme qui est à l'origine de la maladie. Alors, encore une fois, moi, je ne suis pas généticien. Euh, Ce que je peux dire, c'est que c'est vrai que c'est beaucoup plus facile, je pense, de dire, ben, en fait, j'ai une mutation que je connais. Cette mutation, j'ai décrypté ce à quoi elle correspond, hein. On travaille, moi je travaille sur des anomalies du développement, enfin, on a des essais sur des maladies où on a une mutation qui est une mutation activatrice, une mutation gain de fonction. On sait que on l'active et donc ça fait qu'il y a des proliférations cellulaires, un peu comme dans le cancer. Là, c'est pas le cancer. Et donc c'est facile. Quand je dis c'est facile, en théorie tout au moins, c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai identifié une cible, c'est plus facile d'aller travailler que quand j'ai sur quelque chose qui est plus diffus, hein, qui est l'épigénétique. Et donc voilà, la conséquence de l'épigénétique, c'est que probablement on a un peu plus de difficulté à identifier une cible actionnable facile à considérer comme étant un élément de traitement potentiel.
Merci. Alors, deux réactions à la méthode, aux études en double aveugle, à la randomisation et le double aveugle. Deux réactions. La première, une personne qui demande au final si le double aveugle n'est pas une perte de chance pour certains patients. Et l'autre question porte sur la randomisation et le double aveugle qui n'est pas forcément toujours applicable lorsque le nombre de patients inclus est assez faible. Donc, dans ce cas précis, quelle méthodologie employez-vous si vous ne pouvez pas faire du double aveugle? Alors, tout à fait. Alors, le double aveugle et la randomisation sont deux choses différentes. Donc, la randomisation, c'est le tirage au sort, hein, de traitement. Alors, est-ce que la randomisation est une perte de chance? La réponse est non. Formellement, et je vais vous expliquer pourquoi. Euh, c'est que, d'abord, un des éléments essentiels pour pouvoir rentrer dans un essai clinique, c'est alors ce qu'on appelle le principe d'équipoise, c'est-à-dire que on doit être dans la situation où il n'y aura pas de perte de chance pour le patient en fonction du bras dans lequel il sera tiré. Et l'autre élément essentiel, c'est que on doit être, euh, et c'est vraiment ce que pousse et promeut la chaise, c'est-à-dire que je dois comparer le nouveau traitement au traitement de référence. Le traitement de référence, ça peut être soit un médicament, soit une prise en charge euh, pluriprofessionnelle quand il n'y a pas de traitement spécifique. Il faut toujours avoir en tête que le nouveau traitement qu'on essaye, on n'a aucune certitude de son efficacité. Hein. On a un candidat médicament dont on espère qu'il donnerait quelque chose. Et donc la façon de dire je n'ai pas de perte de chance, c'est que de dire si vous ne rentrez pas dans l'essai clinique, vous auriez eu cette prise en charge, et ben, on vous garantit que dans l'essai clinique, vous aurez au moins la prise en charge qui est nécessaire. Et après, une autre possibilité, donc ça dépend ça dépend des pathologies, c'est que parfois on autorise les patients, une fois qu'on a montré que dans le groupe traitement actif, il y avait une réponse, et ben les patients du groupe contrôle, en fait, on va les basculer dans le traitement actif. Et donc, eux, ce qu'ils y gagnent, c'est à dire que pendant une période, ils ont au minimum le traitement de référence, le standard of care, hein, le traitement habituel, et ils ont la chance, en fait, d'être rapidement basculés dans le traitement actif dès qu'on a suffisamment d'éléments pour supposer que ce soit efficace. Après, sur le tirage au sort et les deux bras, oui, effectivement, hein, je gère des essais où on n'a pas toujours la possibilité d'avoir deux bras en parallèle. Euh, il y a plusieurs façons de répondre à ça, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne peut pas faire d'évaluation d'un traitement si on n'a pas de comparaison. C'est juste impossible. Le principe de l'évaluation, c'est la comparaison. Alors la comparaison, ça peut être soit par rapport à un autre bras, donc encore une fois, j'ai un essai où j'ai le traitement standard versus le traitement. Ça peut être par rapport à une phase d'observation. Hein. Par exemple, nous, là, on a un essai en cours dans une maladie génétique avec des hypertrophies segmentaires. Ben, en fait, on a fait une période avec tirage au sort, avec 6 mois de placebo versus 6 mois de traitement actif, ce qui permet d'avoir au moins 6 mois d'évaluation en parallèle des patients. Et au bout de 6 mois, tous les patients qui étaient dans le groupe placebo basculent dans le groupe traitement actif. Et donc, là, c'est une période de l'essai qui est contre placebo. Et puis après, ce que l'on peut faire parfois, bah, c'est on va comparer par rapport à l'histoire naturelle évolutive. Hein, si on prend l'amyotrophie spinale infantile, dans les formes les plus sévères, les enfants sont tous décédés au bout de quelques mois. Bah, on n'a pas besoin d'avoir un groupe contrôle pour dire que si on traite et que 2 ans après, ils sont tous vivants, on a amélioré. Et donc là, la comparaison, elle est par rapport à l'histoire naturelle évolutive de la maladie. Donc, on trouve toujours des solutions, mais s'il y a vraiment un élément et s'il y a une chose que vous deviez retenir de ce webinaire, c'est que on ne peut pas évaluer un traitement, une prise en charge thérapeutique, si on ne la compare pas à quelque chose. On doit forcément dire, parce que euh, si un traitement, un médicament, c'est ce que je dis à mes élèves, à mes étudiants, c'est quoi un médicament? C'est quelque chose qui perturbe un processus physiologique, par définition. Et donc, un traitement, s'il ne sert à rien, il aura forcément des effets indésirables. Et donc, on a des situations où la réponse qui va apparaître, les modifications qui vont apparaître, en fait, elles ne sont pas liées au traitement. Elles sont liées à d'autres choses, à la prise en charge, elles sont liées à
à la conviction du patient qu'il va avoir un bénéfice. Donc, on doit vraiment essayer au maximum de s'assurer que l'effet qu'on observe, il est bien lié au traitement. Parfait, merci. Je propose qu'on continue pour l'instant en attendant d'autres réactions de nos auditeurs. Voilà. Alors, quelles sont les principales différences entre un essai clinique et une étude observationnelle? Ben, en fait, on vient un petit peu de l'aborder. Euh, si je devais résumer cette réponse, donc l'essai clinique, euh, c'est une démarche qui est standardisée, protocolisée, où j'ai défini quels sont les patients que je vais inclure dans mon essai, où j'ai défini les procédures que je vais mettre en place, je vais définir mes critères d'évaluation de façon très précise, j'ai défini ma méthodologie d'analyse statistique, et donc j'ai quelque chose qui est hyper standardisé. L'étude observationnelle, qui est très bien aussi, hein, c'est j'ai des patients qui vont être traités, et puis je vais les suivre et je vais regarder ce qui se passe. Alors la difficulté, c'est que là, plus rien n'est standardisé, hein. C'est que il y a des médecins qui décident de traiter des patients parce que leur intime conviction est que les patients nécessitent d'être traités. Et donc la difficulté va être de dire, bah, si je suis toujours, encore une fois, dans la question d'une étude observationnelle pour vérifier l'efficacité ou la sécurité d'un traitement, eh ben, il faut être certain que ce que je vais observer, c'est bien lié au traitement et pas lié au fait que les patients sont très différents les uns des autres. Dans un essai clinique, on va essayer de standardiser les patients, ce qui est parfois une difficulté, hein. C'est-à-dire qu'on a des patients qui sont tellement spécifiques qui ne sont pas représentatifs de la totalité des patients, mais au moins ça simplifie une chose, c'est que on a un groupe de patients relativement homogène. Et donc, l'étude observationnelle, elle ne permet pas toujours de démontrer une causalité directe. Alors, elle peut parfois être utilisée pour conforter les données de l'essai clinique. L'intérêt qu'elle a, l'étude observationnelle, c'est que parfois elle peut être beaucoup plus longue, elle peut concerner un nombre plus important de patients, ou elle peut conforter ces données. Et je vais donner un exemple qui est pas dans notre champ, mais qui est quand même très pertinent. Ça a été quand il y a eu les vaccins contre la Covid. Il y a des essais randomisés qui ont été faits pour démontrer qu'on avait un bénéfice en termes de mortalité, en termes de formes graves. Et ensuite, il y a des études qui ont été faites sur les bases de données de l'assurance maladie, où là, c'était les patients qui ont été vaccinés, et on a regardé, avec des méthodologies d'études observationnelles, si effectivement, chez les patients qui avaient été vaccinés en vie réelle, on retrouvait cette réduction de la mortalité, cette réduction des formes graves. Et donc là, l'intérêt des études observationnelles, c'est d'aller sur des patients non sélectionnés, vérifier qu'on retrouve bien ce qu'on avait dans l'essai clinique. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, les deux sont complémentaires et parfois, ça va dans un sens et dans l'autre. Dans la maladie dont je vous parlais, donc qui est ce qu'on appelle les PROS, les Peak Tracer Relative Growth Spectrum, qui est cette maladie génétique, il y a eu des patients qui ont été traités dans une approche compassionnelle. Donc là, on est typiquement sur l'étude observationnelle, hein. Je traite des patients parce que j'ai décidé de les traiter, qui ont donné des signaux d'efficacité. Et derrière, la firme qui commercialise les médicaments, Novartis en l'occurrence, a décidé de mettre en place un vrai essai thérapeutique. Et donc, ça peut aller dans les sens. On peut avoir un essai clinique, puis une étude observationnelle, ou parfois une étude observationnelle, puis un essai clinique. Et c'est vrai que dans les maladies rares, on est assez souvent sur l'étude observationnelle parce qu'on a peu de cas, on va avoir des traitements compassionnels. Et puis là, on se dit, j'ai un signal d'efficacité, mais il n'est pas suffisamment robuste et j'ai besoin de protocoliser, de standardiser. Et là, on lance un essai clinique. Je continue. La co-construction d'un protocole de recherche des patients repose sur l'implication active. Alors, la question, c'était en fait, c'est quoi et à quoi ça correspond? C'est essentiel. Et je vais vous donner un exemple derrière, je crois. Euh, alors, il y a ceux qui construisent des essais. Donc, quand on construit un essai, en général, on connaît la pathologie. Mais quand on va évaluer, moi, je vous ai dit, j'ai été à la commission de la transparence, j'ai été à la commission d'évaluation économique, j'étais à la NSM, et donc j'ai dû donner mon avis en tant qu'évaluateur sur des médicaments en neurologie, en cardiologie, en pneumologie, en dermatologie, donc toute une série de domaines et de maladies que je ne connais pas,
j'ai une connaissance de mes études de médecine, mais je ne connais pas concrètement les patients. Et donc, je suis incapable parfois de savoir est-ce que quelque chose est pertinent. Alors oui, quand je suis sur un essai en cancérologie, si j'étudie la survie globale, a priori, si les patients, c'est facile de le quantifier. Mais cette survie globale, elle doit s'intégrer dans une démarche de qualité de vie. Et la démarche des patients, elle est essentielle. Et donc, vraiment, on a besoin de cette approche. Alors d'abord, donc, prendre en compte les besoins spécifiques. Donc, c'est vraiment les priorités pertinentes, habiller la pertinence des objectifs de recherche. Donc, les objectifs, c'est, c'est quoi pour vous? Et je reprends l'exemple du cancer. On peut dire, ben, mon objectif, c'est de vivre plus longtemps. Ou mon objectif, c'est pas forcément de vivre plus longtemps, mais de vivre mieux les mois qui me restent. Et ça, c'est pas à moi, évaluateur, de décider est-ce qu'il est mieux de vivre plus longtemps et moins bien ou moins longtemps et en meilleure forme. Ce sont les patients qui doivent répondre à cette question et qui doivent dire ben, moi, je préfère ça. Ce que l'on essaye de développer, et c'est vraiment sur donc les PROM, les Patient Reported Outcome Measures, ça veut dire que, en fait, c'est qu'est-ce qui est pertinent pour un patient. Il y a quelque chose, donc, comme je ne sais pas quelle est votre connaissance de ces choses, il y a un critère de jugement dans un certain nombre de maladies qui est ce qu'on appelle la distance de marche de 6 minutes. C'est-à-dire qu'on mesure en 6 minutes quelle distance un patient peut parcourir. Et puis, donc, on dit, bon, avant le traitement, il peut parcourir 300 mètres carrés, 300 mètres, pardon, 300 mètres en 6 minutes. Et puis, je traite le patient et à la fin, il peut parcourir 330 mètres, 340 mètres. C'est pas théorique, hein, c'est vraiment ce genre d'observation qu'on a. Et moi, en tant qu'évaluateur, je dis, mais ça change quoi? Qu'est-ce que ça change de pouvoir parcourir 20, 30, 40, 50 mètres en plus? Et bien, ces 20, 30, 40, peut-être ça me permet d'aller à la boulangerie alors que je ne pouvais plus y aller. Et donc, c'est là où on va avoir besoin que les patients nous disent, ben, en fait, ces quelques mètres gagnés, ils correspondent à quelque chose pour moi. Le bénéfice pour les patients d'être impliqués, il est d'abord d'être acteur de la recherche et c'est vraiment de générer des protocoles qui correspondent à leurs besoins. Alors, qui correspondent à leurs besoins en termes de critères d'inclusion, de critères de non-inclusion, de comment on va gérer l'essai. Hein, si je fais un essai et je vous dis il faut que vous veniez 3 fois par semaine à l'hôpital, et ben vous dire non, c'est juste pas possible. Est-ce qu'on pourrait pas s'organiser différemment pour qu'il y ait une partie des visites qui soient faites à la maison, qu'on mette en place d'autres choses? Et donc ça, ce sont des éléments essentiels parce que quand on rentre dans un essai clinique, parfois c'est long. Le protocole va être long, hein, il peut durer plusieurs années. Euh, et que si on perd les patients en cours de route, quand je dis perdre, c'est-à-dire qu'on les perd de vue, hein, ils sortent de l'essai, ils ne veulent plus participer parce qu'ils sont fatigués de participer à l'essai clinique. Mais en fait, on va réduire drastiquement la qualité de ce qu'on a mesuré. Et la robustesse, et tout à l'heure vous m'interrogez sur qu'est-ce qui garantit la robustesse méthodologique, ben, de garder les patients jusqu'au bout de l'évaluation, c'est un élément essentiel. Parce que les patients qu'on perd de vue, on peut les perdre de vue parce qu'ils sont complètement guéris, on peut les perdre de vue parce qu'ils n'ont pas bougé de leur état de santé, qu'ils en ont assez, on peut les perdre de vue parce qu'ils sont décédés. Et donc, derrière, on va faire des hypothèses. Alors, il y avait une question, en fait, là, j'ai répondu à plusieurs questions et on va voir sur les avancées significatives. Je vais vous donner des exemples tout à l'heure. Après, il y a une question qui m'a beaucoup intéressé, c'est quelles sont les compétences nécessaires? Alors, les compétences nécessaires, la première compétence, en fait, c'est de connaître la maladie. C'est vraiment de pouvoir décrire qu'est-ce que je vis dans mon quotidien, qu'est-ce qu'il serait important pour moi d'améliorer et comment je vais pouvoir dire que une amélioration correspond à quelque chose qui, pour moi, va changer quelque chose dans ma vie quotidienne, dans ma capacité à aller travailler, dans ma capacité à faire des activités physiques, dans ma capacité à avoir des activités de loisirs. Donc c'est ça qui est indispensable. Après, sur les compétences, si on veut rentrer un peu plus dans le détail de la conception d'un protocole, ben, il faut avoir un minimum de compétences méthodologiques. C'est-à-dire que, je vous l'ai dit, hein, la recherche clinique, ça répond à une méthodologie qui doit être rigoureuse et cette rigueur, elle est pour garantir la qualité de ce qu'on va démontrer pour les patients. Et donc, il faut avoir un peu de formation. Alors, on n'est pas obligé de faire médecine, hein. On doit
euh, se former, essayer de se former. Si on veut donner son avis sur de la méthode, et ça a été dit dans mon introduction, donc on a monté avec Laurence Fèvre, qui est généticienne, alors c'est pas un DU, hein, c'est un DIU interuniversitaire, hein, et ça c'est important, avec Lyon, Marseille et Lille, qui est un DU essai thérapeutique maladies rares. Et ce DIU, il est ouvert à tout le monde. C'est-à-dire qu'il est ouvert à des médecins, il est ouvert à des professionnels de la recherche, des techniciens, des arcs, des industriels, mais il est aussi ouvert aux patients, aux représentants de patients. On y fait participer des représentants de patients. Et l'intérêt de ce DIU, c'est qu'on essaye d'aborder l'ensemble des aspects. Alors, ça ne fera pas de vous nécessairement quelqu'un qui est capable de faire le design d'un protocole, mais ça permettra vraiment de comprendre les grandes questions, la grande logique de la méthodologie. Donc voilà, pour résumer, ce dont on a besoin, c'est de connaître la maladie, d'être expert de la maladie, et si on veut rentrer un peu plus loin, eh ben, il faut faire l'effort de se former un tout petit peu à la méthodologie. Pas de questions à ce stade? Pas pour le moment. Alors, il y avait une question qui m'a beaucoup intéressé sur les avancées significatives. Et c'est rigolo, c'est quand on m'a posé la question, j'ai commencé à me creuser la tête en disant, mais j'ai un peu du mal à trouver. Et le premier exemple, le plus flagrant, c'est le VIH. C'est vraiment la situation où euh, les patients se sont emparés de la question et de la question de la recherche clinique. C'est-à-dire qu'ils se sont emparés de dire on veut des protocoles, on veut des molécules, on veut pouvoir tester les molécules, on veut accélérer les processus d'enregistrement, de développement, de mise à disposition des médicaments. Et en fait, qu'est-ce qui a fait ça, hein? C'est qu'il y a eu des associations de patients qui ont été extrêmement fortes, qui ont fait des actions coup de poing, qui ont porter à la fois vis-à-vis des industriels, vis-à-vis des autorités de régulation, l'urgence sanitaire qu'il y avait à avoir quelque chose. Et vraiment, cet engagement des patients a permis une accélération extrêmement rapide de la recherche et surtout de la mise à disposition des traitements. Ils se sont focalisés en disant, mais nous, on a besoin pas uniquement d'avoir des critères biologiques, on veut avoir des critères qui soient pertinents pour nous. Et j'ai mis en haut de ma diapositive, je ne sais, si vous ne l'avez pas vu, vraiment, je vous recommande ce film qui s'appelle Dallas Buyer Club, qui est sur cette implication des patients au début de la pandémie de l'épidémie ou la pandémie de VIH sur l'implication des patients. Dans les maladies rares, il y a un autre exemple, hein, c'est la mucoviscidose, la fibrose kystique du pancréas, où il y a une fondation sur la fibrose kystique, donc la mucoviscidose, qui a été extrêmement active sur le développement et qui a conduit à l'autorisation de mise sur le marché donc, du Kaftrio, qui a vraiment représenté une avancée thérapeutique. Donc, ce sont deux exemples. Et ce qui est intéressant, ce sont dans deux champs totalement différents, mais ce que ça montre, c'est que l'apport des patients, en fait, il peut être déterminant sur les deux aspects qui sont vraiment de faire remonter une maladie dans les priorités thérapeutiques, parce que on a parfois un bruit de fond, hein, et notamment dans les maladies rares, on a de très nombreuses maladies rares, donc il y a un bruit de fond et on a parfois un peu de mal à alerter les décideurs, que ce soit les décideurs de recherche, les décideurs de financement. Et donc, le rôle des associations de patients, il est essentiel pour faire remonter ces priorités, pour mettre la pression sur les décideurs, sur les chercheurs, pour apporter des solutions et pour dire grâce à nous, en fait, ça va pouvoir se faire. Et voilà. Et donc, je vous ai montré deux exemples pour dire qu'effectivement, c'est possible et que ce n'est pas juste un discours théorique et que les patients et leurs représentants peuvent vous jouer un rôle essentiel dans la définition des protocoles. Et dans les maladies rares, et notamment les maladies génétiques, notamment les maladies infantiles, de prendre en compte aussi la dimension des aidants est essentielle. Et quand je dis prendre en compte la dimension des aidants, c'est en termes de santé mentale des aidants, mais c'est aussi en termes d'impact sur la vie au quotidien, sur la vie professionnelle, sur la vie familiale. Et donc, tous ces aspects doivent être embarqués dans les protocoles de recherche clinique.
Alors, j'ai pris un exemple pour vous montrer que pourquoi moi, en tant qu'évaluateur, des fois, je ne sais pas, je ne suis pas capable de dire, mais en fait, est-ce que c'est bien? Et donc, j'ai pris un exemple donc, dans l'amyotrophie spinale où on a deux médicaments qui étaient autorisés, donc le Spinraza, le Zolgensma, et puis un nouveau médicament donc, qui a été développé. euh, et donc l'Evrysdi. Et donc, la haute autorité de santé, quand elle évalue un médicament, elle dit est-ce qu'on a encore un besoin? Est-ce qu'on a un besoin médical non couvert? Et donc là, elle avait répondu clairement on a beau avoir deux médicaments, on a toujours besoin d'avoir un nouveau médicament. Donc voilà, on a un intérêt à avoir un troisième acteur sur le marché. Et le critère de jugement principal de cette étude, c'est la capacité, la proportion de patients qui peuvent s'asseoir de façon indépendante, sans soutien, pendant 5 secondes après 12 mois de traitement. Moi, je ne connais pas du tout cette maladie. Hein, ce n'est pas du tout mon domaine d'expertise. Et quand je reçois un dossier comme ça, que ce soit à la l'HS ou que ce soit à l'agence du médicament, ben, j'ai besoin que quelqu'un m'explique. J'ai besoin que quelqu'un me dise, ben, en fait, oui, ça c'est important. Alors c'est important parce que en fait, c'est le signal de quelque chose. C'est important parce que moi, quand je connais la maladie, je sais que s'ils sont capables de tenir assis euh, pendant au moins 5 secondes à 12 mois, ben, ça veut dire que derrière, ils vont être capables de faire ça. Sinon, si on me donne juste ce critère de jugement brut, je dis, ben, ça n'a aucun intérêt. Je m'en fous que les gens soient capables de se faire 5 secondes, mais quelle est la victoire? Est-ce que ça vaut le coup de payer, de payer des sommes importantes pour que les personnes atteintes puissent rester assises 5 secondes? Et donc, quand je dis je m'en fous, un peu, ne soyez pas, ne prenez pas de façon excessive mon propos, c'est dire c'est qu'en fait, je suis incapable, je suis strictement, littéralement incapable de dire est-ce que ça veut dire quelque chose. Et c'est là où les patients sont essentiels. Et on revient à la deuxième, à une question antérieure qui était c'est quoi les études observationnelles? Pour ces maladies, euh, le, donc on a eu des critères de jugement qui étaient la survie à 12 mois, la survie sans ventilation mécanique, et après on a démontré que les patients qu'on traitait très précocement, eh bien, en fait ceux qu'on traitait très précocement, et bien, rapidement ils avaient une vie qui était quasiment normale. Et donc voilà, ce dont on a besoin, c'est que vous nous aidiez, les associations de patients nous aident à faire la connexion entre ce qu'on peut mesurer dans l'essai clinique pour nous dire, voilà, ça, vraiment, ça va changer ma vie. Un exemple, alors qui était beaucoup plus facile, hein, c'est sur une atteinte rétinienne où il y a un médicament, une thérapie génique, le Luxturna, et ils ont pris comme critère de jugement un test de mobilité. Donc, en fait, il y a un environnement où ils ont créé une pièce avec des obstacles. Les patients sont à peu près aveugles. Et donc, avant le traitement, on les fait naviguer dans cette pièce et ils heurtent tous les obstacles parce qu'ils voient strictement rien. Et donc, ils se cognent dans tous les obstacles. On leur fait la thérapie génique et 12 et 24 mois après, leur refait passer le test avec la capacité de baisser le seuil lumineux et on voit que les patients se déplacent dans la pièce sans heurter les obstacles. Ils sont pas forcément capables de lire, hein, les patients qu'on a traités, mais on voit qu'ils naviguent. Et ben là, le bénéfice, il est évident, c'est-à-dire que la personne elle va pouvoir se déplacer dans sa maison. Quand je fais le cours et que je donne cet exemple, hein, je dis, moi je vis encore avec un adolescent à la maison, ça fait quoi un adolescent quand ça rentre chez lui? Ça balance son sac à dos dans l'entrée. Et donc, moi, si je ne suis pas capable de voir le sac à dos, eh ben, je me casse la figure. En fait, d'être capable de voir le sac à dos, ça me permet de plus me casser la figure et de plus engueuler mon adolescent tous les soirs parce qu'il a laissé traîner son cartable dans le passage. Et donc, voilà. En fait, on a vraiment besoin de dire j'apporte quelque chose au patient. Pas de questions? Non, pas pour le moment. Mais J'espère que je ne vais pas trop vite. Alors là, des petites questions. Est-ce qu'il y a des essais cliniques pour les mineurs? Bah oui, bien évidemment, hein. Tout le monde est éligible à l'essai clinique. Et je vous ai donné l'exemple donc de l'amyotrophie spinale. On s'est rendu compte que plus on traite tôt, mieux c'est. Et qu'en fait, l'essai clinique, il doit inclure la personne pour laquelle le traitement est important, est important. Donc, euh, les maladies inflammatoires, elles touchent les adultes et les enfants. Et donc, bien évidemment, il y a des essais pour les mineurs. Alors, je- pendant très longtemps, il y en avait peu, très peu. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus contraignant.
hein, c'est-à-dire que le mineur n'est pas autorisé à consentir. Il peut refuser, mais ne peut pas consentir. Donc, il faut qu'il ait les parents, il fallait qu'il y ait les deux parents en même temps, donc c'était compliqué. Pour les industriels, c'était un peu difficile et donc ils y allaient très peu. Et donc, on avait souvent tendance à traiter les enfants sur la base des résultats obtenus chez l'adulte. Or, le métabolisme d'un enfant n'est pas le même, l'époque de vie n'est pas la même, hein. Un enfant, un mineur qui devient adolescent, il a des tas de choses à gérer en plus de sa maladie. Et on sait que c'est un moment compliqué dans la prise en charge d'un traitement. Donc, par exemple, l'adhésion au traitement ne sera pas la même chez un adolescent qu'elle ne peut l'être chez un petit enfant ou qu'elle peut être chez un adulte. Et donc, il y a eu la mise en place de ce qu'on appelait des plans d'investigation pédiatrique. C'est-à-dire qu'il y avait un encouragement auprès des industriels en disant, bah, si vous faites un vrai plan de développement pédiatrique, vous aurez des avantages en termes de prorogation du brevet. Votre brevet durera plus longtemps. Et donc, la réponse est oui. Est-ce que les essais se font aussi ailleurs qu'à l'hôpital? Alors, oui, l'essai peut se faire n'importe où. En fait, l'essai il doit se faire là où est le patient. Alors, c'est vrai que c'est plus compliqué, et notamment la recherche ambulatoire, c'est compliqué, mais l'essai, il peut se faire à l'hôpital, il peut se faire dans les cliniques, il peut se faire dans les cabinets médicaux, et il peut même se faire au domicile du patient, hein, qui peut être considéré comme un lieu de recherche. Alors, encore une fois, en termes de logistique, c'est quand même beaucoup, beaucoup plus compliqué. Une question à laquelle j'ai déjà répondu, comment les patients peuvent-ils s'impliquer dans la recherche, leur connaissance expérientielle et la formation. Euh, Comment les patients peuvent-ils s'impliquer? Donc, j'ai détaillé un petit peu. Donc, le rôle clé dans le partage d'expérience, la participation au comité consultatif. Alors, moi, je construis, alors, mais j'ai des projets de recherche qui ne sont pas spécialement en dehors des essais thérapeutiques maladies qui ne sont pas spécialement sur des maladies rares, mais en fait, je travaille beaucoup sur la co-construction euh, parce que on sait que pour participer à un essai ou pour prendre un traitement, il est important que les patients connaissent la maladie, ça en général, ils la connaissent, mais surtout comprennent ce qu'est le traitement, comprennent ce que ça va impliquer, comprennent ce qu'on en attend. Et c'est vrai que cette information, ce qu'on appelle cette augmentation de la littération santé, la capacité à comprendre les enjeux, les attentes, le vocabulaire, eh ben, les patients sont essentiels. Et donc, moi, je travaille beaucoup sur la co-construction, c'est qu'on travaille avec des patients, des représentants de patients, pour travailler les messages. Dire, voilà, ça c'est compréhensible, ça c'est pas compréhensible, il faudrait le reformuler. Et travailler non seulement les messages, mais travailler aussi les canaux de communication. On ne communique pas de la même façon en fonction des pathologies, en fonction des personnes. Et surtout si on veut dire, ben, moi je veux qu'il y ait une équité, c'est-à-dire que tous les patients, où qu'ils se trouvent, puissent participer, ben, il faut que ces canaux de communication permettent d'aller les toucher là où ils sont. Il y a des formations dédiées, hein, il y a des programmes comme le programme Eupathie, il y a le DUSC thérapeutique, maladie rare, je vous ai mis le lien. Ils peuvent participer, ce que j'ai dit un peu, à l'évaluation des documents, les notices d'information et de consentement, le protocole, enfin tous ces aspects, tous les documents qui sont à destination des patients et de leurs représentants doivent être relus par les patients. Et derrière, les patients interviennent aussi, une fois que le médicament est arrivé sur le marché, enfin juste avant qu'il arrive, ils doivent aussi intervenir dans la relecture donc de la petite feuille qui est dans la boîte de médicaments, hein, qu'on appelle le résumé des caractéristiques pharmacologiques, souvent qui est en mode résumé, mais ils doivent intervenir pour que là aussi les éléments qui sont mis dans ce RCP soient lisible et compréhensible. Et enfin, le dernier point, c'est l'engagement dans la communication, hein, c'est que les, les, les patients et leurs représentants doivent être les ambassadeurs pour qu'on puisse euh, inclure les patients dans la recherche clinique qu'ils auront contribué à construire dans l'intérêt des patients. Et derrière, ils doivent aussi contribuer à la diffusion, parce que parfois, il y a des patients qui n'ont pas accès à certains traitements, parce qu'ils ne sont pas au courant, parce que leurs professionnels de santé ne sont pas au courant. Et parfois, il y a des patients qui sont résignés, c'est-à-dire j'ai une maladie, on m'a dit qu'il n'y avait pas de traitement, donc je ne vais plus voir mon médecin parce que de toute façon, il m'a dit qu'il ne pouvait rien faire. Et si on dit, mais non, maintenant, ça n'est plus vrai. Maintenant, on a des traitements. Moi, j'ai des patients, encore une fois, je reviens sur mon activité des pathologues, j'ai des patients que j'avais vus il y a 15 ans,
j'avais dit, compte tenu de la faible qualité des traitements que nous avons, vous n'êtes pas éligible au traitement. Et je le revois 15 ans après, seulement 15 ans après, parce que eux, ils sont restés dans la tête avec cette idée, j'ai des traitements qui sont lourds, qui sont difficiles à prendre, qui durent longtemps et qui ne marchent pas bien. Et ils sont complètement passés à côté de la révolution thérapeutique qu'on a vécue. Et donc, en fait, il est important que les associations de patients, en fait, diffusent dans la société les innovations pour dire, mais voilà, ça vous concerne, ça peut vous concerner. Et en fait, parfois, c'est aux patients de revenir vers le professionnel de santé pour dire, voilà, je sais qu'il y a quelque chose, je veux pouvoir en bénéficier. Et donc, c'est là où vous êtes essentiel. Professeur, je vous coupe pour une Oui, petite question, parce qu'il va falloir bientôt de toute façon conclure. exactement. Pourquoi, selon vous, les PRO, donc on le rappelle, Patient Reported Outcomes, les symptômes rapportés par les Oui. patients, restent relativement peu utilisés dans les évaluations de produits? Alors, parce que, parce qu'ils sont parfois difficiles à identifier. Euh, C'est-à-dire que il y a différents types de PRO. Si c'est juste la qualité de vie, c'est assez compliqué à dire est-ce que vraiment ça vaut le coup, parce que la qualité de vie, c'est quelque chose qui est assez subjectif. Et après, sur les impacts réels, souvent c'est compliqué à mesurer. De dire ça m'a permis de reprendre mon travail, ça m'a permis de reprendre une activité physique. Mais en fait, on est vraiment au début de ça, et ce dont on a besoin, c'est justement d'arriver à comprendre ça. Parce que moi, si je fais un essai pour une maladie, quelle qu'elle soit, une maladie inflammatoire, et que on me dit, maintenant, grâce au traitement, j'ai plus d'absence à l'école, j'ai plus d'absence au travail, j'ai pu avoir une progression dans ma carrière qui avant était bridée parce que je ne m'autorisais pas à avoir un poste supérieur à celui que j'avais, parce que ma maladie faisait que je savais que je ne pouvais pas répondre. En fait, voilà. Et c'est là où vraiment, en fait, on ne les connaît pas. Dans beaucoup de maladies, on ne connaît pas ces PRO. Et donc, aidez-nous à les développer, aidez-nous à trouver des choses qui soient pertinentes, qui soient mesurables, qui soient quantifiables, et si possible, qui soient le plus objectif possible. C'est-à-dire que ce qu'on souhaite, c'est quand même éviter la subjectivité. Merci, professeur. Écoutez, il nous reste une minute pour conclure. Donc là, vous avez bien récapitulé là où les patients peuvent s'adresser pour participer et être patients partenaires de recherche. Déjà, là, en premier lieu, c'est se rapprocher de leur association de patients, de l'association de patients de la maladie, s'ils ne le sont pas encore. Ensuite, je voudrais juste ajouter à votre présentation fort bien faite l'initiative de l'ELAR, la Ligue européenne contre les rhumatismes, qui vraiment a développé un programme extrêmement complet sur l'implication des patients partenaires dans la recherche, avec justement les clés comme Eupathie ou encore Alliance Maladies Rares, va développer des formations assez rapides pour que les patients comme nous aient des clés pour participer à plusieurs niveaux à la recherche. Merci beaucoup. Et si moi, je peux dire un mot de conclusion, ça veut dire qu'il n'y a aucune démagogie dans mon discours. La participation des patients, elle est essentielle, hein, parce qu'encore une fois, on fait une recherche qui doit servir aux patients. Et donc, il y a que les patients, vous et moi, qui sommes en capacité de dire, bah oui, ça change vraiment quelque chose pour moi. Eh bien, Et amis merci à tous patients, les deux. amis Pardon. patients, pardon Bruno, j'ajoute juste, amis patients, n'ayez pas peur de vous lancer. Hein, le professeur Bardou l'a dit, on n'a pas besoin, je ne suis pas médecin, je ne suis pas scientifique, voilà, n'ayez pas peur de vous lancer et de répondre à des appels à participation, vous serez accompagné, vous serez aidé. Voilà, pardon, c'était la petite minute promotion Oui, de c'est nécessaire. patients partenaires en recherche parce que ce soit au niveau national ou international, on a besoin de nouvelles recrues, on a besoin de vous. Donc, n'hésitez pas à vous lancer. Et donc, je vais, au nom de la filière et au nom de CRI et Immediate, vraiment vous remercier d'avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions. Et j'espère que toutes les personnes qui ont été connectées ont pu trouver un certain nombre de réponses. Il y avait notamment un site qui était proposé, qui était notre rechercheclinique.fr. Et oui, c'est un site fiable. Il est soutenu par différentes institutions, mais notamment FCRIN, qui est un ensemble de réseaux de recherche clinique, et par l'AFCO,
AFCRO, qui est une organisation dans laquelle certaines des associations partenaires de la filière sont impliquées. Donc vraiment, vous pouvez y trouver des informations et je ne peux que confirmer ce que dit Coralie, tant au niveau de la filière que de notre réseau Créer Immédiate, que de l'ELAR. Vous serez toujours bien accueillis et on vous aidera à vous sentir à l'aise dans ces interactions autour de la recherche. Merci encore à tous les deux. Merci Monsieur Bardou, merci Coralie. Et donc à une prochaine fois pour un nouveau webinaire que nous aurons plaisir à préparer avec tous vos représentants et la filière et Marie-Laure Speck et Virginie Lucas. Très bonne soirée à tous. Merci, bonne soirée. Merci à tous. Bonne soirée. Au revoir.